Cédric Héroux est un agriculteur originaire de la région niçoise. En 2016, il commence à venir en aide à des milliers d'exilés franchissant la frontière franco-italienne et transforme sa ferme en lieu d'accueil. Son combat lui a valu nombre d'arrestations et de procès, redonnant une actualité à la question du délit de solidarité. En juillet 2019, Cédric Héroux a créé la communauté Emmaüs Roya, première communauté paysanne du mouvement Emmaüs. Dans un instant, vous allez entendre une rencontre avec Cédric Héroux à la librairie Ombre Blanche lundi 15 novembre 2021, à l'occasion de la publication de son livre « Change ton monde » aux éditions Les Liens qui Libèrent, en collaboration avec Emmaüs Toulouse et Emmaüs Roya. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis heureux de reprendre un peu contact avec vous après quelques mois d'interruption. Je suis content aussi de recommencer avec le livre de Cédric Héroux. Je voudrais d'abord lui dire merci pour ce livre, spontanément, qu'il a écrit, parce que je faisais partie des ignares juristes qui s'en étaient tenus à l'arrêt du Conseil constitutionnel de 2018. Je connaissais un peu votre histoire, mais elle est particulièrement bien exposée dans votre livre, qui m'a beaucoup touché, et je pense que je ne suis pas le seul. Alors, vous êtes connu aujourd'hui comme l'homme de la vallée de la Roya, l'agriculteur, celui qui a consacré 4 ans de sa vie, parce que votre livre, c'est quand même 4 ans de votre existence. Je pense qu'il aurait dû être publié en 2020, c'est le confinement qui l'a interdit. Vous êtes connu pour votre assistance aux migrants, pour lequel vous avez payé le prix fort. Il suffit de vous reporter à la fin du livre pour voir la chronologie judiciaire. Change ton monde est une adresse au lecteur, je dirais pour moi, qui prolonge l'injonction morale et éthique de votre mère, que vous avez laissée quand vous étiez très jeune. Vous n'avez peut-être pas mesuré la portée, que vous aviez 12 ans, mais quand on lit la fin de votre livre, on voit qu'effectivement, vous avez appliqué ces préceptes. Alors, votre livre, c'est le récit de cheminement intérieur, je crois, le vôtre. Il nous permet de mieux vous connaître plus intimement, parce que vous ne nous cachez rien, de mieux comprendre la portée de vos actions. Et surtout, une chose qui m'a particulièrement frappé, c'est la capacité d'agir. Voilà, l'action. La capacité d'agir, et d'agir en tant que citoyen, qui devrait incomber à chaque citoyen, et de tirer profit de l'espace de liberté que nous avons tous et que nous n'utilisons pas. Liberté politique, je dirais, parce que votre livre est un livre politique, de mon point de vue. La politique se porte mal aujourd'hui, mais ça fait plaisir de la retrouver dans votre bouquin. Jean-Marie Leclésio a dit de vous que vous étiez un héros. Moi, je dirais que vous êtes plutôt un juste, qui me paraît un terme approprié, parce qui s'est interposé. Vous êtes interposé entre l'État que vous qualifiez d'État maltraitant, on va en reparler, et vous êtes interposé entre cet État et ceux qui sont maltraités. C'est-à-dire à la fois ceux qui portent secours aux migrants et les autres. C'est-à-dire, vous avez fait usage de votre liberté pour agir, car ce livre est avant tout, je l'ai dit, un livre sur l'action politique et citoyenne. Et c'est en ce sens, à mon avis, qu'il fera date, et ce n'est pas par hasard que Jean-Marie Leclésio, qui ne préface pas n'importe quel bouquin, a accepté de le faire. Alors, on va commencer par le tout début, et vous allez nous parler du premier Cédric, entre guillemets, celui qui décide à un certain moment, qui ne savait pas encore, qui n'a pas encore trouvé sa voie, mais qui décide de s'installer dans cette vallée. Alors, parlez-nous de cette première impulsion que vous avez eue d'aller dans cette vallée perdue, je dirais quand même. Je me dis en lisant le livre que c'est une vallée où il est difficile d'y entrer, mais il est encore plus difficile d'en sortir finalement. Vous avez fait les efforts nécessaires pour y adhérer, vous y êtes installé en tant qu'agriculteur, et vous avez défriché, vous avez mis la main à la pâte. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie? Parce que est-ce que c'est votre patrimoine familial, votre généalogie familiale? Vous aviez déjà des fibres paysannes. Je n'ai pas l'impression à vous le dire à la fin, vous êtes venu petit paysan, mais enfin, il y a quelque chose où vous poussez vers cette vallée. Bonsoir. Qu'est-ce qui m'a fait aller dans cette vallée de la Roya? Ça a été des rencontres amoureuses aussi. Hein. Au départ, c'était mon frère qui est venu dans la vallée de la Roya. Et j'ai connu une fille avec qui on a acheté un morceau de terrain. Et
Et je suis venu un peu là par hasard. Au départ, je suis né dans un quartier qui s'appelle l'Ariane. C'est un quartier de Nice, un quartier populaire. Donc j'y ai côtoyé un peu ce qu'on appelle... parce que quand on dit quartier populaire, c'est quand il y a des Noirs et des Arabes mélangés et des pauvres. Et je suis arrivé dans la Roya un peu par hasard, grâce à mon frère aussi. Et avec, comment dire, une espèce de rêve de gosse qui était alimenté par une voisine qui s'appelait Madame Barberis. C'est une voisine qui habitait à l'Ariane, sur la petite baraque d'à côté. Et elle, qui est native de Nice, et qui a toujours habité avec ses parents dans ce quartier qui était avant paysan. Et avant ces tours HLM, etc., bah, il y avait des vergers. Et puis elle me contait un peu l'histoire de l'Ariane. Elle me dit, bah, tu vois, là, bah, il y avait des vergers, le paillon coulait. Elle me raconte un peu. Et puis toute son histoire un peu de fille de paysans dans ces quartiers niçois, hein, qui étaient quand même des cultures vivrières, hein, qui nourrissaient Nice. Et dans sa cave, il y avait encore un peu les vestiges de cette agriculture-là, cette vie paysanne, avec les bonbonnes de vin, avec ses cerises, avec tout ça, quoi. Et moi, ça me fascinait un peu. C'était un peu intemporel, en fait, sa cave, quoi. Et gamin, moi, je rêvais un peu de cabane, de vivre au milieu d'animaux. Et c'est des rêves un peu cachés que j'avais enfant. Et après, à l'âge de 18 ans, 19 ans, je suis parti, je suis allé voyager comme beaucoup de jeunes le font. Et je suis allé en Afrique pendant 6 mois, un peu en mode galère, quoi, sans trop de thunes, etc. Et je suis rentré précipitamment. Et mon retour, surtout quand on a 18 ans, 19 ans, on est un peu une éponge au monde et on s'adapte assez rapidement. Et je suis revenu, ça c'est un peu, comment dire, mon retour était précipité et c'est pas très bien passé pour moi. Enfin, je m'attendais à ce qu'il y ait des changements. En fait, moi, il y avait des changements dans ma vie. J'avais compris plein de choses, j'avais vécu plein de choses. Mais 6 mois en voyage, c'est long et c'est une espèce d'intemporalité, quoi. Et quand je suis revenu, bah, les gens étaient au même banc, avec les mêmes anecdotes, avec les mêmes histoires, je me suis un peu marginalisé. J'ai vécu pendant quasiment 6 mois dans une voiture j'ai tenté de retravailler, etc. Ça s'est mal passé. Moi, le côté du salariat, ça me convenait pas trop. Et je suis venu dans la Roya de par une rencontre amoureuse et pour aussi rejoindre mon frère. Et on a construit on a retapé une campagne qui était, un morceau de terre qui était abandonné depuis avant-guerre. Et non pas dans le but d'être paysan, mais juste dans le but de recréer des rêves de gosse, en fait, hein, ces rêves qui ont été construits par les récits de cette voisine, Madame Barberis, et sans volonté vraiment d'être paysan. Et c'est devenu petit à petit, quoi. C'est que j'ai commencé à retaper les oliviers des voisins, etc., machin. Et j'ai eu un contrôle de la MSA, c'est la Mutuelle Sociale Agricole, qui m'a dit, Monsieur Héroux, ça s'appelle du travail dissimulé, etc. Et du coup, j'ai été obligé de me régulariser. Et je suis devenu agriculteur malgré moi, quoi, un peu par hasard. Et donc ça, c'était en 2002. Et depuis, je suis agriculteur dans cette vallée. Et sans le but de nourrir la France entière, hein, c'est dans le but de vivre une vie alternative et voilà, d'être tranquille, peinard sur mon pan de montagne, quoi. Alors, Jean-Marie Leclésio, dans sa préface, dit que cette vallée a une longue histoire. Une histoire de résistance très, très importante, ça s'est construit, mais une histoire donc, dont il parle, puisqu'à titre personnel, il s'y est réfugié. Comment vous dites au début de votre livre que c'est une vallée qui était à l'abandon à un certain moment et que, comme dans beaucoup de vallées, les envahisseurs, entre guillemets, ceux qui arrivaient, qui recultivaient, étaient vus comme des envahisseurs. Alors vous dites ça, une première chose, et d'autre part, effectivement, vous dites aussi qu'il y avait une certaine passivité. Peut-être que les deux choses sont corrélées, c'est-à-dire peu d'habitants, mais vous avez quand même, vous êtes beaucoup investi, puisque jusqu'en 2016, quand même, vous dites que vous n'étiez pas agriculteur, mais la fête de l'olive, c'est vous essayez de redynamiser cette vallée à un certain moment. Vous faites le nécessaire, en tout cas, pour créer du lien avec les gens. Parlez-nous un peu de la mentalité, de la psychologie des gens que vous avez côtoyés, parce que vous en parlez beaucoup. Il y a la Roya citoyenne, incontestablement, mais il y avait aussi une tradition un peu de passivité. Les gens n'étaient pas investis en tant que citoyens. C'est comme ça qu'on peut le voir.
Ouais, je sais, ouais. Euh, En fait, la Vallée de la Roya, bon, elle a une histoire qui est longue. C'était italien, c'est devenu français, etc. Et surtout, les campagnes ont été abandonnées par les gens, les locaux, hein, les gens de souche. Et je me suis retrouvé, malgré que j'habite à Nice, hein, et Nice, Vallée de la Roya, c'est 65 km, et je me suis retrouvé en tant qu'étranger dans cette vallée. Et je faisais partie des néo-ruraux et de ces gens qui reprennent des terrains, ces espèces d'utopistes. Dans les années 70, il y a pas mal de gens pas mal d'Allemands aussi, hein, qui sont venus dans la vallée de la Roya. Et j'ai rencontré ces gens quand je suis arrivé en 2002, moi avec tous mes rêves de gosse, etc. J'ai connu une alternative de vie, quoi, avec un peu des babes des années 70 qui ont repris des terrains, qui en ont fait l'agriculture, etc. Et il y avait une espèce de jalousie, ouais, j'ai envie de dire, ouais, de la part des locaux qui, eux, avaient abandonné les terres. Et ces nouvelles personnes qui arrivaient, qui reprenaient ces terres qui avaient été abandonnées, avec des façons différentes de faire. Et on est toujours maintenant un peu stigmatisé. C'est assez, comment dire, bah, il y a les néo-ruraux et puis il y a les gens de souche. C'est toujours. C'est pour ça que la notion d'étranger, elle est assez complexe, quoi. C'est qu'on peut venir d'une ville de 60 km de là et puis se retrouver en tant qu'étranger, quoi. Donc, dans la Villa Roya, ce qui est beau, c'est qu'il y a quand même pas mal d'alternatives qui sont construites et qui ont redynamisé la vallée de par l'agriculture. Et c'est vrai que c'est une vallée qui est dans les Alpes-Maritimes, hein. Les Alpes-Maritimes, c'est quand même assez compliqué sur un point de vue politique, hein. On a eu Metzing, Péra, Estrosi, etc. Une dynamique politique assez, voilà, comme elle est. La Vella Roya est assez délaissée par tout ça, quoi, parce que elle représente pas la Côte d'Azur, quoi. La Côte d'Azur, comme tout le monde peut la connaître sur sa carte postale, avec la promenade des Anglais, avec tous ces gens fortunés qui viennent, etc. La Vella Roya, c'est une vallée à part. C'est une vallée à part parce qu'elle est proche de l'Italie. C'est une vallée à part parce que déjà assez pauvre avec pas mal de chômage les gens ils vivent de quoi, bah, de l'agriculture, ils vivent aussi, il y a pas mal d'infirmiers, d'infirmières et puis en 2015 depuis Paris, ils décident de sacrifier cette vallée de la Roya et pas que, hein, de rétablir le contrôle aux frontières sous un prétexte de lutte contre le terrorisme, parce qu'il faut rappeler qu'on est en Europe avec un espace Schengen avec une libre circulation des personnes et que normalement il est interdit de fermer les frontières pour lutter contre l'immigration. Le prétexte, c'est la lutte contre le terrorisme. Du coup, tous les gendarmes mobiles qui débarquent dans la vallée de la Roya, en fait, les gendarmes mobiles, pour comprendre ce que c'est, en fait, on a les gendarmes locaux, ceux qui travaillent dans la vallée, qui ont une famille, qui emmènent leurs gosses à l'école, etc. Les gendarmes mobiles, c'est des compagnies qui viennent là pendant 3 semaines et qui ont ordre de contrôler toutes les personnes qui sont susceptibles d'être en migration. En gros, les Noirs. Voilà, pour faire simple. Mais le problème, c'est que vu que les directives étatiques, c'est de la lutte contre le terrorisme, les personnes qui sont les gendarmes mobiles ne sont absolument pas formées à la demande d'asile, à la protection des mineurs isolés, etc. Donc en fait, nous, on se retrouve dans la vallée de la Roya avec clairement une chasse aux Noirs, clairement, et avec aucun accès aux droits aux personnes étrangères. On se retrouve confronté à tout ça, une décision depuis Paris, et la vallée de la Roya n'était plus en France, c'était une espèce de no man's land. Et ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que la frontière n'était plus un axe, un point bien précis sur la carte, hein. Quand on regarde une carte, il y a une ligne. La frontière n'était plus là. La frontière était sur une bande de 20 km. La frontière était entre la vallée de la Roya et Nice. Sur cette bande, il n'y avait pas de possibilité aux personnes de faire une demande d'asile ou pour les mineurs isolés d'être pris en charge. Donc nous, on se retrouve en tant qu'habitants, confronté à tout ça et on est un peu comme tout le monde, surtout à cette époque-là, 2016, on ne savait pas ce qu'on avait le droit de faire, ce qu'on n'avait pas le droit de faire. Moi, la demande d'asile, je ne savais pas trop ce que c'était, Convention de Genève non plus, prise en charge de mineurs isolés, pas trop non plus. On se retrouve avec des personnes qui sont là, qui marchent au bord des routes et sans trop savoir quoi faire. Est-ce qu'on a le droit de les héberger? Est-ce qu'on n'a pas le droit? Est-ce qu'on a le droit de les transporter? Est-ce qu'on n'a pas le droit? Comment on peut les aider? On ne sait pas trop. Moi, à cette époque-là, je n'étais pas trop engagé, je n'étais pas militant dans ce qu'on appelle militant pro-migrant, machin.
Et il y a Suzelle de Roya Citoyenne qui m'interpelle, c'est une amie qui habite à Saorge, un village au-dessus du mien, au-dessus de Breil, et qui me dit: Cédric, tu voudrais pas héberger, mettre des tentes chez toi? Et je fais: oh non, non, moi j'ai pas trop envie. Moi j'étais plus dans l'organisation d'événements, comme tu disais, la fête de l'Olive, on organisait des événements paysans et culturels pour faire une interaction avec les gens de la Vallée de la Roya et les gens de Nice. En fait, on organisait des événements pour faire venir les gens de la ville, pour faire connaître un peu la Vallée de la Roya et faire montrer un peu une alternative paysanne qui existait dans la Vallée de la Roya. Moi, j'étais plus dans le côté festif de la gestion politique, quoi. C'est plus sympa. Et Roya Citoyenne, qui est sympa, mais en fait, c'est des vieux militants. Je dis pas qu'ils sont aigris, quoi, mais c'est un peu des gens en colère. Et quand ils m'ont demandé de venir les rejoindre, j'ai fait: non, c'est pas trop mon truc, j'ai pas trop envie. Et ça s'est déclenché quand j'ai réalisé qui étaient ces gens qui étaient là en bord de route. Et voilà, ça m'a mis face à mes contradictions, en fait. C'est que j'avais pas du tout envie de m'en mêler. Et il y a un moment, j'avais un choix qui était offert à moi, et c'est de me dire: est-ce que tu t'arrêtes, est-ce que tu t'arrêtes pas? Et le seul fait que je m'arrête pas, c'est de voir des gens de couleur sur le bord de la route, en me disant: probablement c'est des personnes en migration parce qu'elles sont noires. Et moi, avec tous mes discours d'anard, de pseudo-anard, gauchiste, machin, je me retrouvais confronté à des décisions que j'avais prises, en me disant: non, j'ai pas envie de m'arrêter, j'ai pas envie de me mêler à tout ça, et ça me regarde pas, et j'ai pas envie de me faire chier, quoi. Et comme beaucoup font, hein, comme on fait tous, je crois, hein. Et justement, mon implication, elle est venue petit à petit, voilà. Oui, parce que c'est le premier regard qui compte finalement, le regard que vous portez sur eux, sur ces familles qui sont en déshérence, regard qu'on ne porte pas habituellement parce que c'est l'indifférence qui domine. Et la question que vous posez, c'est: que dois-je faire, que puis-je faire? Il y a un déclic qui s'opère à un certain moment quand vous voyez ces familles en bord de route. C'est une sorte d'appel quand même s'il n'est pas clairement manifesté, surtout des jeunes. Et votre cheminement intérieur quand même, c'est quand vous allez à l'église de Vintimille, vous posez un certain nombre de questions et vous dites: c'est pas si banal que ça, parce que habituellement on détourne le regard. Et vous, justement, vous portez le regard sur eux, et puis vous passez à l'acte. Alors c'est le mystère du passage à l'acte. À quel moment vous décidez-vous, qu'est-ce qui vous pousse à dire: bon, je vais prendre cette famille, je vais les amener chez moi? Vous dites qu'il y a deux personnes qui vous ont beaucoup aidé, notamment un vieux militant qui vous a dit: bon, ne pose pas trop de questions, fais comme si tu recevais tes cousins, et accueille-les. Et qui lui dit: voilà, et cet ami Lucille, ces deux personnes vont aussi vous aider à un certain moment. Mais vous êtes conscient quand même, je ne dis pas que vous entrez dans la désobéissance civile, mais quand même que vous transgressez. Ce qui s'est passé, c'est que, en fait, la Vallée de la Roya, il faut la comprendre, hein, c'est que qu'on est à Breil et qu'on veut aller à Nice, on descend la Vallée de la Roya et on arrive à Vintimille, on prend l'autoroute et puis on débarque sur Menton, Nice, etc. Donc on passe cette frontière sans trop y prêter garde, et surtout on vit dans ce territoire qui est frontalier, qui est franco-italien. On va faire nos courses en Italie, on voit les Italiens qui sont là dans la Vallée de la Roya, c'est perméable, quoi. C'est que les gens cohabitent, vivent ensemble. Et c'est ça qui est compliqué, c'est qu'on oublie, enfin moi j'avais oublié ce que ça voulait dire une frontière dans l'espace Schengen, et j'avais oublié ce côté d'entrer ou pas sur un territoire, et nous, notre territoire, notre identité, elle est franco-italienne, quoi. Et c'est pour ça que quand Sarkozy parlait de l'identité au singulier, l'identité française, c'est un peu compliqué, quoi. C'est que nous, dans la Vallée de la Roya, on a une identité, pardon. Vous ici, vous avez une identité, en Alsace, ils en ont une autre, et je crois que la France, ça fait partie d'une multitude d'identités qui créent en fait une identité, en fait, mais cette identité-là au singulier, elle est composée de pluralité, de traditions, et ça qui est compliqué, c'est que nous, on va à Vintimille comme ça d'un coup, et d'un coup, notre pays, la France, met ses frontières en place et oblige, là tu faisais référence à cette église là qui a été ouverte par un curé, Don Rito, et qui a ouvert une église et qui a accueilli des personnes les plus précaires, hein, donc enfin précarisées par la fermeture de frontières, donc les femmes, les enfants, les handicapés, les familles. Et je découvre cette église un peu par hasard.
Je la découvre grâce ou à cause, je ne sais pas trop, une famille soudanaise. Et en fait, tous les jeudis, je vais livrer mes produits à Nice et je remonte assez tard le soir. Et je prends ma voiture, ma vieille bagnole pourrie, je remonte la vallée de la Roya. Donc c'est une vallée alpine, hein, donc il faut se l'imaginer avec les montagnes, c'est très raide, quoi. Donc les montagnes qui montent assez haut. Sur la droite, en dessous, une espèce de falaise, et puis la Roya qui coule, très sinueux. Et je prends ma bagnole, j'enfile les virages, tout ça. Et il fait nuit, je rêvasse un peu, je connais la route par cœur, quoi. C'est machinal, quoi. Et donc il n'y a pas de trottoir, il n'y a pas de lumière. Et d'un coup, je vois des ombres, je fais un écart avec la voiture, j'ai failli écraser ces ombres-là. Et je continue quelques dizaines, voire centaines de mètres. Et je me dis, putain, mais il y avait un gamin au milieu et tout. Et je fais demi-tour et je prends cette famille dans ma bagnole. Et ils me demandent de les emmener à la gare. La nuit, il n'y a pas de train. Et je les emmène chez moi. Et elles passent la nuit. Et le réveil, le matin, on se lève, etc. Je les emmène à la gare. Et j'échange mon numéro de téléphone avec ces personnes. Et quelques heures après, elle m'appelle en me disant je suis à Vintimille, à l'église, dans l'église. Et je leur réponds j'arrive, quoi. Et quand je leur dis j'arrive, je raccroche, je dis qu'est-ce que je leur dis, où je m'embarque, quoi. Et je descends, je vais les voir dans cette église-là, et c'est là où je découvre cette église, quoi. Donc pour vous imaginer, donc il y a l'église qui est là, et il y a des sous-sols avec des locaux qui à l'époque étaient vides. Et là, quand j'arrive, c'est des lits superposés avec des draps tirés entre les lits superposés pour créer un peu d'intimité entre les familles. Et je découvre ce que fait la France, en fait. Et je découvre qu'il y a un curé qui ouvre... parce que c'est compliqué, en fait, hein, pour un curé d'ouvrir ses portes avec tout le harcèlement qu'il peut avoir derrière, de par l'Église, de par la population, de par les élus locaux. Et lui, quand même, il ouvre ses portes et il accueille tous ces gens. Et je réalise que c'est bizarre. Je ne dis pas que je serais patriote, pas ça, mais une espèce de côté, je dis, putain, je suis français, je suis là, et mes voisins, là, à 20 minutes de route, se retrouvent à héberger des centaines de personnes parce que ma capitale, Paris, décide de fermer les frontières, quoi. Et ça fait un peu bizarre, quoi. Ça fait bizarre parce que nous, les Italiens, c'est pas pour nous, un Italien, c'est pas un étranger, en fait, c'est un voisin. Et on vit avec eux, quoi. Et on se retrouve responsable, bizarrement, quoi, de tout ça. Et on se trouve coupable de tout ça. Et du coup, je prends cette famille et je les remonte chez moi. Et là, j'appelle Suzelle, qui m'avait de Roya Citoyenne. Je dis, comment on fait pour aider ces gens, etc. Et je me suis retrouvé responsable de ces gens-là, quoi. En fait, de cette famille. Et là, c'est parti un peu dans dans le côté militant, pour ces personnes qui étaient bloquées à la frontière. Et puis après ça, je suis retourné un peu, pas par curiosité, ou peut-être plus pour comprendre dans cette église. Et j'ai découvert pas mal d'adolescents. Et vraiment le déclic, en fait, qui est devenu politique, très politique, ça a été de croiser des gamines qui étaient dans cette église et qui me demandent de l'aide, donc de les emmener chez moi. Et à cette époque-là, donc ça c'était quelques mois après cette première famille, donc j'avais pas mal de gamins à la maison. Et je dis non, c'est pas possible, etc. Attendez-moi là, et puis je vais venir demain, après-demain, mais attendez-moi là, parce que cette peur en fait du passage de frontière, quoi. C'est que passer une frontière, c'est détourner des contrôles policiers, et c'est prendre des risques. Donc il y a eu des dizaines et des dizaines de morts à la frontière franco-italienne. Donc beaucoup de gamins qui prennent beaucoup de risques, quoi, qui sont un peu inconscients. Et le lendemain, il y a une gamine qui meurt sur l'autoroute écrasée par un camion. Et moi, la première peur que j'ai, c'est pas me dire ah là, il y a une gamine qui est morte. Je me suis dit putain, autant je suis responsable. En fait, c'est un sentiment assez égoïste en fait. Et je me suis dit j'espère que c'est pas l'une des gamines qui m'a demandé de l'aider, quoi. Et je suis allé voir Don Rito, ce curé. Je lui ai demandé, mais elle était là hier. Et lui, je sais pas si c'est vrai ou pas. En tout cas, pour me rassurer, il m'a dit non, elle n'était pas là hier. T'inquiète pas, tu l'as pas vue. Non, mais avec le recul, je pense que c'est faux. Et je me suis dit, tous les gosses qui sont là-dedans, je vais les sortir de cette église et je vais les aider à... C'est non pas passer une frontière, c'est les aider à détourner en fait des risques. Et c'est pour ça que
ça que c'est compliqué à défendre dans un procès, tout ça. On est accusé d'être passé une frontière et on essaie d'expliquer. Je passe pas une frontière, en fait, je détourne des dangers, quoi. Et c'est toute la problématique. Et surtout quand on vit une frontière, parce qu'on entend Darmanin, etc., parler de la fermeture des frontières, même certains partis de gauche, souverainistes, qui disent oui, il faut avoir une souveraineté nationale, etc. Quand on vit la frontière, on constate quoi? On constate que tous les gens passent, quoi, en fait. Et toutes les personnes passent. Et ce qui est fou, c'est qu'à Vintimille, quand on voit une gamine qui est là et que le lendemain n'est plus là, on se dit mais elle est passée où? Ah, mais elle a dû passer. Et en fait, elle a disparu, et pour se rassurer, on se dit, elle a dû passer, mais on ne sait pas, en fait. Et la clandestinité, le problème dans tout ça, c'est que la clandestinité, c'est qu'il n'y a pas de... Quand un gamin disparaît, on ne sait pas où il est passé. Et tout ça, en fait, moi, j'ai une sensibilité envers les gamins, parce que j'ai été éduqué là-dedans, c'est que ma mère était assistante maternelle, donc elle gardait les gamins d'autres personnes qui ne pouvaient pas les garder. Et elle m'a toujours appris, en fait, la responsabilité de l'adulte de protéger l'enfant. Enfin, c'est pas que ma mère qui le dit, c'est aussi la loi. Hein. Mais, et de me dire qu'il y a ces gamins qui étaient voués à eux-mêmes. Et voilà, je me suis dit, cette église, je vais la vider et je vais les emmener chez moi. Donc, après, ça devient un peu frénétique. Et je dors plus beaucoup, je perds un peu les pédales. Et surtout, ce qui se passe, c'est que tous ces gamins passent le point GPS de chez moi et arrivent tout seuls chez moi. Donc on se retrouve complètement débordé. Et au début, on était débordé parce qu'il y avait 20 ou 30 personnes. Et plus tard, on se retrouve débordé parce qu'il y a plus de 250 personnes, quoi. Ce qui est frappant d'ailleurs quand on lit le livre, c'est la discordance, je dirais, entre les qualifications juridiques et la réalité des faits. C'est-à-dire, tout se passe comme si vous voulez vous faire rentrer dans une case obligatoire, et le cadre juridique est en discordance totale avec la réalité. C'est ce que vous étiez en train d'expliquer. Mais tout de même, on est choqué quand on lit, quand on voit la présence policière massive, les checkpoints. Ça rappelle presque un pays en guerre, un pays occupé. C'est très très choquant de voir ces contrôles policiers permanents. Et vous dites qu'effectivement, la frontière, vous n'êtes pas contre les frontières, mais s'il y a des passeurs, c'est parce qu'il y a des frontières. Donc cette idée de la frontière, qui est très étonnante, effectivement, qui n'empêche pas l'errance des mineurs et le renvoi des mineurs. Et par ailleurs, l'autre chose, puisqu'on était sur les mineurs, il est quand même extrêmement choquant, parce que, contraire totalement aux conventions internationales, qu'on refoule des mineurs. C'est ahurissant, c'est-à-dire d'imaginer que des mineurs soient rejetés, avec un préfet hors la loi qui tranquillement assume à la fois ses incohérences et ses monstruosités juridiques. C'est étonnant dans un état de droit, tout de même. Enfin, pour quelqu'un qui est juriste, c'est mon cas, on est choqué effectivement par cette discordance et par le fait que les droits ne sont pas respectés. Donc en fait, je parlais d'interposition, c'est pour rappeler à l'État qu'il ne fait pas son travail d'état de droit. C'est comme ça qu'on peut le voir. Au début, je n'y connaissais un peu rien, toute cette obligation de l'État, tous les droits qu'ont les personnes en migration et les étrangers. Et je me dis, pour pouvoir avancer, pour pouvoir un peu lutter, et donc du coup me lancer dans une dynamique militante, il faut que je comprenne un peu mieux le droit et comprendre un peu mieux tout ça. Donc je vais dans une réunion à Nice avec pas mal d'associations et qui parlent des mineurs isolés. Donc ils sont là, et je fais bon, il y a quelques mineurs isolés qui sont renvoyés. Et je dis mais c'est pas que quelques mineurs isolés, c'est que tous les mineurs qui sont chopés dans les Alpes-Maritimes sont dégagés en Italie. Ils me disent ah non, tu peux pas dire ça, c'est pas vrai. Je dis allez dans l'église, allez discuter avec les gamins et vous verrez, ils ont tous des refus d'entrée. Les refus d'entrée, en fait, c'est les papiers que la police donne aux gamins pour les renvoyer à la police italienne et que la police italienne les remette en Italie. Et donc on n'est pas d'accord là-dessus. Il dit t'exagères quand même, Cédric, machin. Je sais demain ou après-demain, vous descendez, vous venez et allez demander aux gosses, quoi. Donc ces gens descendent et je les rejoins plus tard. Ils me disent Cédric, tu vois, on leur a demandé, il y en a aucun qui s'est fait renvoyer de France en Italie. Et je sais attends un peu, je discute un peu et ces gamins me font confiance, quoi. Me font confiance parce que je trouve des solutions qui sont un peu alternatives, quoi, donc passage de frontières.
Et du coup, il se confie à moi, et tu as tous les gamins qui viennent et ils me filent tous leurs refus d'entrée, etc. Et il y a même des gamins parmi eux qui ont été déjà pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, qui étaient dans des foyers à Nice et qui se baladaient dans les rues à Nice et qui sont fait choper par les flics et renvoyés en Italie, alors que déjà pris en charge par... Et je leur montre ça, je leur montre tous les refus d'entrée. En fait, tous les gamins étaient renvoyés de France en Italie. Et là, il y a ces réseaux associatifs qui réalisent tout ça. Et à ce moment-là, je me dis, mais il y a vraiment une lutte à faire qui est d'ordre juridique et prouver que l'État est dans l'illégalité. Surtout en parallèle, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que j'habite dans un village, Braille-sur-Roya, 2000 habitants, avec des gendarmes qui sont là, qui habitent là, qui emmènent leurs gamins à l'école, et on essaie de leur expliquer un peu que ce qu'ils font, c'est illégal, ils ne comprennent pas bien, ils ne sont pas formés à ça. Et on se dit, ce qu'il faut, c'est leur prouver que les ordonnances étatiques, donc données par le préfet, sont complètement illégales. Et on fait un piège avec une famille érythréenne qui est consciente de ça. Parce que si on a réussi à faire avancer le droit pour les personnes en migration, c'est parce qu'il y a eu des sacrifices aussi faits par des personnes qui étaient en migration et en connaissance de cause, et des gens qui sont allés un peu au casse-pipe pour faire avancer toute cette lutte, quoi. C'est qu'il y a des personnes en migration qui ont pris part aussi de ce combat-là, ce combat juridique. Et du coup, il y a une famille érythréenne qui dit ok, en fait, le plan, c'était de faire une demande d'asile à la gendarmerie. Si on lit les textes de loi, c'est ça. C'est quand on arrive clandestinement sur le territoire français, il faut se présenter au premier policier ou au premier commissariat ou gendarmerie et dire voilà, je suis demandeur d'asile, etc. Donc on envoie un mail, on donne l'identité des gens, etc. Et on dit demain matin à 9h, cette famille se présentera en gendarmerie pour demander l'asile. Alors, les gendarmes, ils sont complètement décontenancés, ils disent qu'est-ce qui arrive, etc. Ils sont tout en panique. Donc bien sûr, on y va avec des journalistes, des juristes, des avocats. Et la gendarmerie qui se dit incompétente, et appelle la PAF, la police des arrêts des frontières. La PAF débarque et prend la famille, la dégage en Italie. Mais là, on a tous les documents en fait, qui prouvent que c'est des demandeurs d'asile, etc. Et le préfet des Alpes-Maritimes se fait condamner pour entrave grave à la demande d'asile. Et le tribunal administratif ordonne au préfet de laisser passer cette famille jusqu'en préfecture pour déposer une demande d'asile. Mais tout ça pour prouver à la gendarmerie locale que leurs actions étaient illégales. Et à partir de là, on arrive à créer un contact avec la gendarmerie et on arrive à ouvrir un protocole qui est complètement informel, hein, mais qui fonctionne toujours maintenant, ça c'était en 2017, et pour donner accès aux demandeurs d'asile jusqu'en préfecture. Alors, certains gendarmes sont dépassés par la situation, on le voit bien, d'autres sont zélés, mais il y a des policiers qui assument tranquillement le racisme. On le voit dans le livre, qui ne s'en cachent pas, qui sont racistes, qui sont xénophobes, et qui vont même vous mettre en garde, parce que ce que vous faites, c'est non seulement transgresser, c'est considéré comme porter atteinte à la loi. Enfin, pour eux, pour les gendarmes, pour la police, c'était ça, c'était une infraction. Tout de même, on est étonné par le fait que ces policiers, ces gendarmes soient aussi peu formés, aussi peu sensibilisés au droit, et qui ne connaissent qu'une chose, c'est la violence. Et la première garde à vue, vous en avez subi 11 quand même, c'est d'une grande violence, mais avec des avertissements. C'est-à-dire, on a le sentiment, en lisant le livre, que plus vous avancez, et plus la réponse est violente, la réponse de l'État, à votre encontre et à l'encontre des migrants. Donc il y a quand même la prise de conscience que, on vous le dit, vous dépassez les limites, certainement. C'est bien comme ça. En fait, là, je vous parle du protocole tout à l'heure. Là. Ça, c'est fait en 2017, mais il s'est passé quand même plein de trucs juste avant, donc 2016 jusqu'à avril 2017, où on a ce protocole en place. Et c'est vrai que je me fais arrêter une première fois en août 2016. Donc, je prends dans ma bagnole à Vintimille une famille avec 2 gamins en bas âge. Et il y a des flics à Vintimille qui me voient faire ça et qui m'arrêtent en bas de chez moi, du chemin qui amène chez moi, et une grosse arrestation, un peu comme des braqueurs de banque, quoi. On se retrouve, donc d'un coup, je vois donc il fait nuit, je vois les gyrophares scintiller comme ça, et les voitures qui me doublent, qui me serrent contre la rambarde de sécurité, je freine et je me retrouve avec un flingue sur la tempe.
un peu comme si on allait braquer une banque, quoi. Et ils se mettent à l'arrière du véhicule, ils mettent en joue les portes, ils me demandent d'ouvrir, et les gamins qui pleurent, etc. Enfin, c'est assez violent. Et donc je passe ma première garde à vue, et c'est assez traumatisant. La première, elle fait peur, après on s'y habitue, mais la première, elle fait assez peur. Et à cette époque-là, j'avais Françoise Cotta, qui est avocate, qui est un peu une bourgeoise, mais qui est bien plus punk que les punks que je puisse connaître. Et c'est une punk bourgeoise. Et qui vient et qui doit... Enfin, maintenant, on peut se faire assister pendant les auditions par son avocat. Et donc le gendarme dit, bon, maître, si vous voulez assister pendant les auditions, il fait, moi j'ai pas que ça à faire, moi je suis avocate, je suis là pour plaider, donc vous m'appellerez quand il sera en procès. Je dis, Françoise, qu'est-ce que tu dis, me laisse pas tout seul. Et c'est vrai que là, les policiers sont assez agressifs envers moi, et après ça se calme assez vite, et ce que je leur dis, parce que les policiers, en fait, ce qu'ils veulent, c'est monter un dossier pour pouvoir le présenter au procureur et qu'il soit au plus près d'une véracité, quoi. Voilà. Et je dis, si tu es menaçant, moi j'arrête de parler, et puis voilà, je fais mon droit au silence. Et si tu veux que ça se passe bien, je vais te dire tout pourquoi je le fais, comment je le fais, etc. Je mets un peu de respect mutuel. Et Françoise Cotta, donc mon avocate, remonte chez moi. Au début, je comprends pas bien pourquoi, mais elle va arracher les pieds d'herbe, parce qu'à l'époque, je plantais un peu d'herbe. Et elle va arracher mes pieds d'herbe. Et surtout, elle va faire déménager d'autres familles qui sont à la maison. Et parce elle sait qu'il va y avoir une perquisition le lendemain. Moi, je ne suis pas habitué à ça, donc je ne le sais pas. Et le lendemain, il y a une perquisition. Et les flics, en fait, ils commencent à connaître un peu mon personnage. Ils disent, bon, en fait, Héroux, il est plutôt sympa, ça va. Donc, il y a cette perquisition qui s'opère. Et j'ai vu le constat de la perquis, il est assez drôle. Et ils font des photos et ils présentent Petit Chat. Petit Chat, c'est un chat noir qu'on a à la maison. Ils présentent les oies, ils présentent les poules, etc. Machin, on dirait Martine à la ferme, quoi. Et la perquisition se suit, et la garde à vue se finit. Et avant de se finir, en fait, il y a un flic de la PAF. Et c'est marrant parce que ce flic de la PAF, c'est sa femme, ou sa compagne, je sais pas, mais sa femme tenait un stand à la fête de l'Olive que j'organisais. Elle me dit, putain, monsieur Héroux, vous avouerez, je suis un peu mal à l'aise, c'est que ma femme vous aime bien et elle tient un stand pendant la fête de l'Olive que vous organisez. Je dis, ah bon, et tout, ouais, elle vend des bijoux avec des perles, machin. Hein. Et je dis, ok, machin. Il me dit, bah, le procureur a quelques autres questions. Pourquoi j'ai un véhicule non adapté au transport de personnes, parce que j'avais transporté ces gens dans un véhicule utilitaire. Pourquoi vous n'achetez pas un nouveau véhicule ? Et pourquoi votre action n'est pas encadrée par une association ? Et donc je réponds un peu comme je peux, je ne comprends pas bien la question. Et je finis par bénéficier de l'immunité humanitaire. Et parce qu'il faut savoir, c'est que le délit de solidarité n'existe pas. Hein. C'est vraiment une interprétation de la loi qui emmène à incriminer des gens qui sont solidaires. Mais ça n'existe pas, en fait. Ça n'a jamais existé. C'est que tant qu'il n'y a pas de contrepartie directe ou indirecte, on peut aider des gens. Même à faire passer une frontière, hein, et on peut aider des gens. Et quand on entend contrepartie directe, moi j'entends l'argent, et contrepartie indirecte, ça voudrait dire que j'aide des gens, et en contrepartie, ils m'aident, je sais pas moi, à refaire la peinture dans la maison, etc., couper du bois, ou je sais pas, à travailler pour moi, gratuitement, en échange d'eux. Et là, vu que c'est purement humanitaire, je bénéficie de tout ça. Mais à cette époque-là, je n'étais absolument pas médiatisé, je faisais ça dans mon coin. Et donc il y a Hubert dont tu as parlé au départ, Hubert Jourdan, lui qui fait de l'accueil depuis longtemps chez lui. Et je me dis aussi, bon, c'est un message, on a gagné quand même quelque chose. Je fais une garde à vue, passage de frontière, flagrant délit. Et c'est le seul flagrant délit en passage de frontière, c'est important de s'en rappeler de ça. Et je vais voir Hubert et je lui dis, mais comment tu fais pour accueillir des gens ? Comment tu t'organises bien ? Je dis, bah, tu t'organises comme tu accueillerais ta voisine, ton voisin, ta cousine, ton cousin. Voilà, c'est pas si compliqué que ça. Je dis, bah, ok, c'est la meilleure réponse que j'ai eue sur l'accueil, c'est ça. Et après, il me dit, mais par contre, s'il faut que là, tu as gagné quelque chose avec non pas ce relax, mais cette immunité humanitaire, et il faut en parler au grand public, quoi. Il faut médiatiser. Et moi, ah, non, je ne veux pas médiatiser. Il faut, ouais, c'est important de le faire, il faut le faire et tout. Et donc, je réfléchis un peu et je me dis, bon, ok. Et donc, à ce moment-là,
sous les conseils du procureur, hein, quand il m'a dit il faut que ça soit encadré par une association, il faut avoir un véhicule adapté. Moi, je sors, on fait une campagne d'appel aux dons et on achète un véhicule 9 places. Et je rejoins Roya Citoyenne pour que ça soit encadré dans un cadre associatif. Et j'accepte la médiatisation. Donc c'est Nathalie Masseglia qui s'occupe de ça. Elle m'appelle, il y a un journaliste du New York Times qui est là et qui voudrait t'interviewer, etc. Machin. Et c'est Adam Nossiter qui débarque, je ne le connaissais absolument pas. Un mec qui parle vaguement français et un peu bourge, quoi, avec sa petite chemise blanche, tout propre sur lui, voilà. Et qui commence à me poser des questions, et je lui parle, j'ai l'impression qu'il ne m'écoute pas, quoi. Je me suis dit, mais... Et après, il me dit, il devait rester quelques heures, il me dit, est-ce que je peux rester quelques jours avec vous? Et je vais appeler un photographe pour venir vous photographier. Je dis, bon, bah, si tu veux, si ça te fait plaisir, appelle un photographe. Et tu as Pierre Turgeman, je crois qu'il s'appelle, qui débarque, et il me voit répondre aux questions, il me dit... Enfin, moi, je suis un peu déconcerté parce que j'ai l'impression que ce journaliste-là, je me dis, il est un peu neuneux, le garçon, quoi. Il est gentil, mais il est un peu neuneux. Donc, t'as Pierre, le photographe, qui me dit, putain, mais tu sais pas à qui tu parles et tout. C'est un putain de grand reporter et tout. C'est un reporter de guerre, c'est un méga journaliste et tout. Tu devrais un peu plus le considérer. Je dis, mais il veut quoi, en fait, comprendre ce qu'on fait? Et je regarde le journaliste. Je dis, bah, viens avec moi, on va à Vintimille et je vais te montrer ce qu'on fait, quoi. Donc, du coup, on fait du passage de frontières. Et puis après on les emmène à la maison, et puis après on va en gare de Cannes, parce que ces gamins c'est des Érythréens qui c'était à l'époque où l'Allemagne était beaucoup plus tolérante sur les arrivées et prenait beaucoup mieux en charge les gamins que maintenant, et on les met dans des trains en fait, et pour accompagner les gens dans les trains, c'est un peu compliqué. C'est donc on les emmène à la maison, on dit bon, où tu vas aller, quoi, comment, oui, ils expliquent un peu leur histoire, où c'est qu'est leur famille, on appelle, et on essaie d'organiser un peu qui c'est qui les réceptionne à la gare, tout ça. On monte un réseau. et après, on va en gare de Cannes, c'est Cannes, Festival de Cannes, tout le bordel, là. Une très belle gare, très très belle gare. Et je débarque avec mes dizaines de gosses, là. Et on rentre dans la gare, il y a les vigiles qui sont là, et ils me voient arriver avec tous les blacks là, et ils commencent à téléphoner, et puis après il y a les flics qui débarquent. Enfin, juste avant, il y a le journaliste qui me dit Cédric, il y a les flics qui arrivent et tout. En fait, on part en courant, on reprend le camion, tout ça, et hop, on change de gare. Et là, t'as le journaliste qui hallucine complet, quoi, en fait, ouais. Et du coup, il sort son article. Et en fait, on fait la première page du New York Times. Et donc, du coup, en fait, la com avait quand même bien commencé. Et là, c'est à l'époque où il y a au ministère de l'Intérieur, je crois qu'il y avait Valls, et ça l'énerve beaucoup. Et il devient tout rouge, Valls. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Et quand il est énervé, il devient tout rouge. Et il devient tout rouge. Et il dit, bah, lui, là, le blaireau, là, le plouc, là, il faut l'arrêter à tout prix. Et c'est à partir de ce moment-là où, en septembre, quand sort cet article de presse, où il y a vraiment... il y a le rouleau compresseur qui se met en route et qui veut nous écraser. Et à ce moment-là, nous, comme je vous disais tout à l'heure, on se trouve débordés. Au début, je les cherche à Vintimille, tout ça. Après, ils montent tout seuls et je me retrouve, donc c'est en mi-septembre, début octobre. Il commence à pleuvoir, tout ça. Et je me lève le matin et là, il y a, je sais pas, une cinquantaine de personnes qui dorment sous la pluie, dans la boue. C'est carnage, quoi. C'est vraiment carnage. C'est en mode Calais, quoi, vraiment. Et là, je me dis, putain, qu'est-ce que je fais? Comment on fait? C'est pas possible. Et on perd un peu les pédales, on perd pied. Et il y avait une bénévole qui s'appelait Lucille, qui était là, qui restait pendant 1 an. Et on s'est dit, bon, on bouge et on va voir d'autres associations et on va se faire conseiller il faut qu'on sorte la tête du guidon et qu'on demande conseil à d'autres structures associatives. Et on décide ensemble, avec d'autres assos, d'ouvrir un squat dans la Vallée de la Roya, et on ouvre une gare à Saint-Dalmas-de-Tende qui est désaffectée. Et c'était une ancienne colonie de vacances qui a fermé en 93, donc ça date. Et on ouvre ce lieu et on commence à ouvrir un squat, on tient 3 jours. Ce qui est beaucoup pour les Alpes-Maritimes, hein, pour le squat. Et là, je finis en garde à vue, et ça finit par le procès que tout le monde connaît là maintenant. Et à cette époque-là, il n'y avait pas de passage de frontière, c'est qu'il venait tout seul. Et je me retrouve pour aide à l'entrée au séjour de personnes en situation régulière, et sur de l'aide à l'entrée sur le territoire.
Et ils se servent pendant le procès de ce que j'avais dit pendant ma première interpellation et sur le flagrant délit de passage de frontière. Et ils se servent de ces éléments-là, pour prouver qu'il y a eu du passage de frontière. Donc à partir de là est née une grosse étape juridique avec pas mal de procès. Et voilà. Oui, alors quand on voit la chronologie des procès et des décisions, on est frappé par le fait que l'État est toujours sur le reculoir, si j'ose dire. Le tribunal administratif condamne régulièrement le préfet pour non-respect du droit d'asile, mais il ne semble pas en tenir compte, ça ne semble pas le gêner. Ce qui est choquant, c'est qu'il se moque un peu du droit, d'une certaine manière, parce que malgré les condamnations, il s'agit d'aller vite, de les prendre de vitesse. Et je me suis laissé dire en regardant un reportage de l'UMA que la police continue encore, puisque maintenant, ils font de la prévention, ils font signer préventivement à des migrants des documents, comme quoi ils renoncent par anticipation à l'asile ou qu'ils n'ont pas les papiers nécessaires. Donc il y a une espèce de guérilla juridique qu'ils perdent régulièrement, c'est ça qui est affolant, mais qui ne semble pas les émouvoir particulièrement, parce que le préfet est sans arrêt condamné, mais il y a un acharnement et du parquet, dont je rappelle, tout le monde le sait qu'il n'est pas indépendant, le parquet et le préfet, dont l'exécutif. Et donc, dans cette affaire-là aussi, il faut quand même le dire, à part José Bové que tu cites, la gauche est tragiquement absente. On ne l'entend pas beaucoup. On a l'impression que l'extrême droite se fait entendre, mais la gauche est quasiment inaudible, et l'exécutif, entre guillemets, fait feu de tout bois, d'une certaine manière. Hein. Donc, c'est des décisions arbitraires, des décisions d'État, un État maltraitant, xénophobe, violent, une violence d'État, d'une certaine manière, à la fois contre toi et contre les migrants. C'est extrêmement choquant parce qu'effectivement, le droit n'est pas respecté du tout. Bon, en tout cas, on n'en tient pas compte. Il se moque un peu des juristes, non? En fait, on comprend un truc, c'est que dans cette lutte-là, on se dit on a un adversaire, l'adversaire c'est l'État, et on n'est pas anti-étatiste en fait, on est contre certains agissements de l'État. Et on se dit, bon, c'est quoi leur stratégie? Leur stratégie, eux, c'est la communication. C'est qu'après ma première garde à vue, où je bénéficie de l'immunité humanitaire, il y a des fuites, et la presse en parle, et disent, et au début, enfin, dans le sud-est, vous voyez le sud-est où c'est à l'extrême droite de la France. Hein, rien que sa position géographique, on comprend. Et j'ai pas trop envie, il faut comprendre que je fais mon marché à Breil, tout ça, j'ai pas trop envie de mettre au grand jour mes actions. Et il y a un article de presse de dire un militant no border, je sais plus ce qui se idéaliste, utopiste, je sais plus quoi, fait passer des clandestins, nanana, et bénéficie de l'immunité humanitaire. Et c'est un éleveur de poules à Breil-sur-Roya. Je suis le seul éleveur de poules à Breil-sur-Roya. Et donc en fait on regarde ça, on dit bon, ils utilisent quoi? C'est la personnification de l'ennemi en fait, donc du coup c'est moi, et ils utilisent le côté juridique pour arrêter. Je dis, bah, bon, on va faire pareil en fait. Et au lieu de faire une lutte anti-flics de base, de dire ah, les flics c'est des méchants, c'est des racistes, etc., on se dit bah non, on va prendre le préfet qui s'appelle Leclerc et tout, et on met chaque fois qu'il y a des irrégularités faites par la police, on met la photo du préfet avec sa petite tête là, et on met son nom, et on fait la com contre Leclerc, etc. Et on le rend visible en fait, et on n'a jamais fait de la com anti-flic, jamais quoi. Et ça a été toujours contre leur boss quoi, donc contre le préfet. Mais du coup, même les flics voient ça, qu'on fait pas de com contre eux, et du coup ils sont plutôt sympas avec moi. Et même les gendarmes mobiles qui commencent à encercler ma ferme, commencent à faire des patrouilles autour, et on se retrouve avec 50 gendarmes mobiles tout autour. Donc c'est quand je rentre chez moi, c'est bonjour monsieur Héroux, papier s'il vous plaît, bonjour monsieur, contrôle d'identité, enfin. Et donc ça reste cordial, etc. Et on se dit, bah, tiens, ça marche quand même un peu. Et chaque fois qu'il y a des bénévoles qui viennent à la maison, on leur dit, bon, par contre, vous ne prenez pas la tête avec les flics, vous savez, d'être courtois, voilà, de garder des bonnes relations. Et du coup, ce qu'on fait, on fait de la com contre le préfet, et aussi on attaque le préfet au tribunal administratif avec Zia Ouloumi, qui est mon avocat, qui est un spécialiste en droit des étrangers, et on fait de l'attaque juridique à fond, et Zia Ouloumi fait condamner le préfet plus de 400 fois en un peu plus d'un an, le préfet des Alpes-Maritimes.
En fait, on arrive à prouver qu'il est dans la légalité. Et je te rejoins là-dessus, ce qui est assez troublant. En fait, c'est facile d'aller dans un tribunal administratif et d'attaquer un préfet et en fait, il y a des ordres. Le préfet n'est pas condamné, c'est pas vrai. Il y a une ordonnance du tribunal administratif qui ordonne au préfet de dire bon, on sait que c'est pas systémique, mais il faudrait que sur ce cas-là, vous revoyiez un peu votre procédure et que vous l'adaptiez pour que ces personnes puissent accéder à leurs droits. Et donc, du coup, on fait ça, on fait pas mal d'attaques juridiques contre le préfet. Mais ce qui est compliqué, c'est on espère emmener le préfet au pénal, et ce qui est quasiment impossible, ça doit être possible, mais nous, on n'a pas réussi. Il a essayé, lui. Lui, il a essayé parce qu'il a porté plainte contre moi. Mais j'allais dire on l'a baisé, il fallait pas le dire. C'est pas ça. Non, mais en même temps, le Clézy reprend à son compte la comparaison avec les rafles de Juifs, effectivement, qui ont quand même pas fait plaisir, cette image-là, qui était une image provocatrice, mais encore que dans l'esprit, effectivement, ces contrôles dans les trains, il faisait penser. Et quand même, la justice est absurde d'une certaine manière, ce qui veut dire que les juges sont quand même conscients des débordements, de l'État, des excès de l'État dans ce domaine-là. Parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'ils ne respectent pas la loi. C'est bien ce qui est choquant. Et qu'en fait, on inverse, il y a asymétrie. Un renversement complet des choses. Tu vas être traité comme un délinquant, alors qu'effectivement, c'est l'État dans cette affaire-là qui ne respecte pas les dispositions du droit d'asile qui sont garanties par les conventions internationales, la Déclaration des droits. Hannah Arendt disait deux choses qui sont frappantes. Elle disait d'une part, ce dont on prive les gens, c'est du droit d'avoir des droits. Et il semble que c'est ce que fait le préfet. Au fond, de ne pas pouvoir exercer des droits. Elle disait aussi, le problème, c'est ce n'est pas seulement de perdre sa patrie, c'est de ne pas en trouver une nouvelle. Donc en fait, le fait qu'il y ait des garanties, effectivement, de ne pas refouler, ne garantit pas pour autant, c'est pour ça qu'ils errent, que ces personnes accéderont à une forme de citoyenneté. Donc effectivement, je ne dis pas que c'est un très beau combat, mais en même temps, si les dispositions légales ne changent pas, parce que c'est quand même des dispositions assez anciennes, 1948, 1951, entre-temps sont sorties des lois qui encadrent et qui restreignent. Donc il y a quand même un problème. Donc, même si, en fait, c'est un combat, effectivement, qui ne garantit pas un accès à la citoyenneté ni aux migrants ni aux apatrides. Donc effectivement, l'État, dans cette affaire-là, est tout à fait répréhensible et condamnable. Quant à la responsabilité pénale, oui, c'est très compliqué. Mais en même temps, ça ne semble pas l'émouvoir. En fait, il n'a pas été muté, le préfet en question, il est toujours là. Mais il est dans le 9-3 en Seine-Saint-Denis. Mais c'est une promotion, en fait. Au début, je me suis dit, il est muté, il est puni, mais en fait, pas du tout, quoi, parce que c'est un gros département, c'est pas rien, quoi. Et il y a eu vraiment des directives ministérielles qui ont dit au préfet, vas-y. Et en fait, c'est de la com. Moi, ce qui m'a troublé dans le combat qu'on a mené, nous, dans la Vallée de la Roya, c'est qu'on comprend ce que veut dire fermeture de frontières, etc. C'est qu'il n'y a pas de fermeture de frontières du tout. En fait, c'est de la com pure et simple, quoi. C'est qu'en fait, tous les gens qui migrent à Vintimille, qui sont là à Vintimille, passent en France si elles ont envie de passer, quoi. C'est que tout le monde passe, et sous un prétexte d'avoir une souveraineté nationale, de savoir qui rentre sur le territoire, etc., c'est que les gens se mettent dans la clandestinité, et en fait, on ne sait pas qui rentre sur le territoire. C'est que les gens se cachent, et que les gens se cachent, les gens, tu les vois pas, quoi. Et c'est peut-être presque une envie, parce que ça qui est bizarre, c'est qu'il n'y a pas de cohésion nationale. Au début, moi, je pensais que les préfets étaient là pour faire une cohésion nationale, voilà. Et en fait, non, pas vraiment, parce qu'il y a des façons de faire de différentes préfectures qui sont différentes selon les départements. Et c'est que le préfet des Alpes-Maritimes, ce qu'il a voulu, c'est que la migration ne se voit pas dans les Alpes-Maritimes. Parce que des Noirs à Cannes et à Nice, on va prendre les Anglais, c'est pas bien. Et donc, du coup, en fait, on voulait rendre invisible la migration dans les Alpes-Maritimes. Mais sauf que tous les gens passent. Mais ça qui est fou, c'est que quand on dit Cédric Héroux, no border, Cédric Héroux, pro-migrants, etc., c'est pas vrai, en fait. C'est que nous, ce qu'on a voulu, c'est que déjà, dans la vallée de la Roya, ça soit plus le bordel comme ça. Dans la vallée de la Roya, il n'y a plus de chasse aux noirs. Et surtout, on voulait qu'il y ait une gestion pragmatique du truc, quoi. C'est que pourquoi attendre que les gens arrivent à Paris pour entendre une demande d'asile, et tous les gens, nous toujours maintenant, on fait des distributions de nourriture à Vintimille une fois par semaine, et c'est jamais les mêmes personnes qui sont là une semaine sur l'autre, quoi. C'est que tout le monde passe, quoi. Et quand on est témoin de ça,
ben, ça met en colère, quoi, parce que Darmanin, même s'il n'a pas l'air très 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 malin, il sait quand même, parce que c'est pas un mec qui est con, quoi, et c'est un mec intelligent, quoi, enfin, j'espère, quoi, mais il sait très bien ce qu'il est en train de faire. À l'époque, Valls, etc., ben, il savait très bien ce qu'il était en train de faire. En fait, c'est de la com pure et dure. Et c'est assez troublant. Et pour te parler aussi, pour revenir aux irrégularités d'État, c'est que il faut comprendre que un contrôle de police au même endroit pendant plus de 4 heures, voire 12 heures, s'il y a vraiment un problème, un braquage ou quelque chose, machin, ben c'est interdit. En fait, quand les flics passent plus de 6 mois autour de mon domicile à faire des contrôles systématiques, c'est interdit. Donc on va au tribunal administratif et on monte un dossier béton, etc., machin. Et le préfet, il se défend, vous savez ce qu'il dit? Il dit que c'est pas vrai, qu'il n'y a pas de policiers autour de chez moi. Et tu te dis, oh, mais il y a quand même un mec qui n'est même pas élu. Un préfet, ils sont pas élus, les préfets. Hein. C'est des hauts fonctionnaires. Et qui peut prendre 50 gendarmes mobiles et les mettre autour de chez quelqu'un, le faire surveiller, machin, et dire en même temps à la justice, non, non, c'est pas vrai. Et là, c'est troublant. Et on sait très bien qu'il est de mauvaise foi, donc on prépare notre truc, et on fait venir un huissier qui constate pendant une semaine, le matin à 7h et le soir à 19h, qu'il y ait bien des contrôles policiers autour de mon domicile, une présence policière, etc. Donc huissier, c'est cher. Hein. Et le préfet répond, ouais, mais entre-temps, ils sont partis. Et là, tu fais... Et le tribunal administratif s'est dit non compétent pour traiter l'affaire. Donc en fait, on a perdu, quoi. Et c'est assez troublant de voir à quel point l'État peut ne pas respecter la loi. Et c'est compliqué pour un citoyen que je suis d'entendre dire la justice, oui, mais il faut respecter la loi, etc., machin. Mais on le voit bien dans le film Libre de Michel Toesca. Et au moment qu'on ouvre ce squat au Luciole, à Saint-Dalmas, qu'on ouvre ce squat en octobre 2016, il y a le directeur du cabinet de préfet qui débarque avec le procureur de la République et qui me dit « Oh, monsieur Héroux, c'est pas très, très, très bien ». Je dis « C'est pas très, très, très bien. C'est certes, notre action, elle n'est pas au top, quoi. Mais si nous, on est dans l'illégalité, c'est parce que vous êtes dans l'illégalité, quoi. » Et ils sont là sans dire un mot, en fait. Et ça qui est troublant, quoi. C'est qu'on pousse des gens à mener des actions clandestines. Et vous savez, c'est pas facile de cacher des gens dans sa bagnole, quoi. C'est que moi, je ne supportais plus cacher. Pourquoi on les cache, quoi? Parce qu'elles sont noires et quand on trimballe une personne noire de peau, ben, on se fait contrôler, quoi. Et d'expliquer à un gamin qu'on le cache sous des boîtes d'œufs, machin, ou des couvertures à l'arrière de sa bagnole pour l'emmener dans une préfecture ou pour l'emmener à l'ASE, etc. Alors qu'il est sur le territoire français, à ce moment-là, ils arrivent tout seuls à Breil-sur-Roya, ils sont chez moi et je veux les emmener dans d'autres départements ou un département qui les prend en charge, quoi. Et on les cache parce qu'on se fait contrôler et les gens se font dégager, quoi. Et c'est troublant, quoi. Ouais. Ça a changé ta vision de l'État, de la démocratie, de la citoyenneté. Effectivement, est-ce que tu t'es senti accéder au statut de citoyen en faisant ça? Et est-ce que ça a pu entraîner une prise de conscience dans l'environnement? Il y a eu des bénévoles qui sont intervenus, il y en a eu beaucoup. Il y a eu des gens d'un certain âge aussi. Est-ce que cette prise de conscience te semble s'opérer aujourd'hui de cette vision de l'État, de l'État maltraitant, l'État qui ne respecte pas le droit? Est-ce que ça a changé ta vision d'une certaine manière? Ouais, ça a changé ma vision parce que j'imaginais un système malgré mes côtés un peu anards, machin. J'avais quand même confiance au système, malgré tout, au système étatique, où j'avais quand même confiance, même si je pouvais le critiquer, tout ça, mais là, de vivre déjà cette incompétence complète, quoi, et ce bordel non organisé. Je me dis, ouais, je pense que la démocratie, elle est fragile et c'est quelque chose de vivant, en fait. C'est une espèce de pâte à modeler qui a modelé en fonction de ce qu'on vit tous les jours. Et c'est aux citoyens de la modeler aussi et d'être en interaction avec elle, quoi. Et c'est pas une matière morte, quoi. La démocratie, c'est quelque chose qui doit être en vie et qu'il faut alimenter, quoi. Et même la justice, quoi.
Souvent, j'entends les associations crier au scandale quand il y a un procès, mais il ne faut pas crier au scandale quand il y a un procès. Je veux dire, tant mieux, quoi. Si à un moment, c'est une tribune, quoi. C'est un endroit où on va expliquer ce qu'on fait et où on va voir la justice. Je pense que la justice, c'est la clé de voûte de la démocratie. C'est un moment, l'anarchie, c'est pas un endroit où il n'y a pas de règles, où il n'y a pas de loi. C'est pas ça, en fait. C'est juste Enfin, nous, on a une communauté Emmaüs et on met ensemble des règles avec les compagnons pour qu'il y ait un vivre ensemble, avec des codes de société, en fait. Je me suis perdu dans ce que je disais là. Et du coup, la justice, elle est là un peu actée et elle est importante, quoi. C'est pour ça que, ouais, se lever contre des condamnations, oui, mais contre la justice en elle-même, non, en fait. C'est qu'il faut aussi la faire grandir, il faut aussi la faire réfléchir, il faut lui faire comprendre ce qui se passe, quoi. Parce que des gens qui sont juges ou qui sont magistrats, etc., c'est un peu des nantis. C'est des gens qui ne savent pas de ce qu'on vit tous les jours en tant que militants, qui ne savent pas, en fait, il faut leur expliquer, quoi. Et ils en ont besoin aussi, quoi. C'est pour ça que les procès sont ultra importants dans une lutte militante, quoi. C'est vraiment ultra important, quoi. Alors le fait que le Conseil constitutionnel ait tranché prouve quand même que le débat il était à la fois politique et il était juridique aussi. C'est qu'à un certain moment, certains ont pu penser que la solidarité était un délit. C'est quand même étonnant, c'est le moins qu'on puisse dire, alors que ça fait partie de l'idéal, non seulement de l'idéal de la République, mais liberté, égalité, fraternité. Donc on est quand même un peu sidéré de voir que le Conseil constitutionnel a fallu attendre 2018, il a fallu, et puis une espèce d'inventivité juridique qui, moi, m'a sidéré. C'est-à-dire que ce concept juridique, même la notion d'immunité, comment dire, c'est pas encore ça, c'est très bien, mais il faudra aller au-delà. Donc, qu'est-ce qu'on a pensé de cet arrêt du Conseil constitutionnel? C'était quand même une satisfaction profonde, parce que, pour la petite histoire, je dis ça, il semble que le président du Conseil constitutionnel se soit réveillé de son long coma juridique en déclarant il y a peu de temps qu'il allait falloir se mettre à contrôler les lois d'urgence. Jusqu'ici, il n'a pas dû les voir passer. Donc, effectivement, délit de solidarité, c'est quand même étonnant pour les juristes, enfin de ma génération. C'est étonnant que le Conseil constitutionnel ait dû trancher un point qui n'aurait pas dû faire débat, non ? En fait, ce qui s'est passé, pour parler du côté juridique, c'est qu'il y a eu un procès donc après le squat des Lucioles, etc., où je me fais arrêter. Donc il y a un procès qui va en première instance au parquet de Nice. Là, je me fais condamner à 3 000 € d'amende avec sursis. Le parquet fait appel, on fait appel aussi. On va en cour d'appel d'Aix-en-Provence. Là, je prends 8 mois de prison avec sursis. Nous, on fait appel, donc on va en cassation, et en cassation, on dépose une question prioritaire de constitutionnalité, une QPC. En fait, on demande au Conseil constitutionnel, est-ce que ce qu'on appelle le délit de solidarité ne met pas à défaut notre devise, liberté, égalité, fraternité, sur la question de la fraternité. Bien évidemment que la devise est dans la Constitution, mais la fraternité n'est pas à valeur constitutionnelle. Il y avait de la liberté, l'égalité, mais pas la fraternité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand le législateur propose une loi, la loi doit respecter la liberté de chacun, l'égalité, machin, mais la fraternité n'est pas à valeur constitutionnelle. Et du coup, grâce à cette QPC, la fraternité a été mise à valeur constitutionnelle et le Conseil constitutionnel a demandé au législateur de reformuler la loi pour qu'elle ne puisse pas incriminer des personnes qui œuvrent dans un but humanitaire. Mais en soi, il n'y avait pas besoin du tout de faire ça, quoi. Il n'y avait absolument pas besoin de faire ça. Parce qu'au départ, la loi, on ne pouvait pas incriminer des gens s'il n'y avait pas de contrepartie directe ou indirecte. Et c'est pour ça que la loi, c'est bien de changer les textes de loi, ok, mais en fait, ce qu'il ne faut pas changer, c'est le rapport de force qu'on a avec elle. Et qu'on a avec les représentants de la loi et ceux qui l'interprètent. Parce que c'est toujours une question d'interprétation. Parce qu'en fait, un tribunal va interpréter une loi pour savoir si on condamne ou pas. Et sans rapport de force, la loi ne vaut rien. Et ça, c'est pas moi qui le dis, ou je le dis, oui, mais c'est un juriste en fait qui m'a noté ça, et qui est professeur en droit, Serge Slama, et qui apprend ça à ses élèves et qui leur dit, sans rapport de force, bah, la loi n'existe pas en fait. C'est qu'il faudra forcément garder, parce que la fraternité, la solidarité restera toujours un ennemi d'une forme de pouvoir, quoi.
Et là, toujours maintenant, il y a des gens qui sont condamnés. Il y a le président de Emmaüs Roya qui s'est fait condamner en appel dernièrement et qui vont reperdre en cassation, quoi. Mais il y a Après, il faut savoir, c'est que les parquets se sont un peu vexouilles. Ils étaient un peu vexés. Ils se disent, ouais, quand même, c'est que avec cette QPC, ben, on les a un peu retoqués, en fait. Et vu que c'est un métier, quand même, comme beaucoup de métiers, très corporatiste, et ils lâchent pas l'affaire, quoi. Et la question à se poser, c'est qu'est-ce qui défend, en fait, les militants des procureurs, non pas de la justice, mais du ministère public, quoi. Et ça, c'est vraiment une question. Parce qu'il y a une méconnaissance des dispositions du droit public, visiblement. Ce sont des gens qui appliquent le droit pénal, ils correctionnalisent sans arrêt. Mais la dimension de droit public, de droit administratif, semble-t-il, est méconnue par les gens du parquet. Bah, il suffit de lire, mais non, c'est qu'ils ont une position... parce que, en fait, moi, ils ont essayé de me condamner. Ils ont dit, certes, il n'y a pas de contrepartie directe, il n'y a pas de contrepartie indirecte. Mais en fait, la contrepartie indirecte, c'est son militantisme. En fait, il y a une contrepartie militante. Alors, quand le juge m'a dit ça, j'ai dit, qu'est-ce qu'il raconte? Mais ce qui est fou, c'est qu'il y a un juge, quand même, qui se permet de condamner quelqu'un parce qu'il est militant. Et là, tu dis, putain, mais une démocratie, c'est quoi, en fait? C'est une démocratie, c'est un pouvoir, un contre-pouvoir, et le pouvoir qui respecte le contre-pouvoir, en fait. Et là, tu as le pouvoir qui veut incriminer des gens juste parce qu'ils sont dans le contre-pouvoir, quoi. Un militant, c'est ça, en fait. C'est un contre-pouvoir, le militantisme. Et c'est assez troublant, quoi, quand même. Bien. Alors, je vais te remercier beaucoup pour tes réponses et pour le débat, la clarté des réponses. Mais on a tout compris. Lisez le livre, vous verrez. Hein, il est clair et reportez-vous à la chronologie judiciaire. Il a fait avancer le droit, Cédric Herrou. En tant que juriste, je dis c'est formidable parce que effectivement, si ces actions n'avaient pas été engagées, eh bien les choses auraient continué comme avant. Là, il y a quand même un cadre juridique qu'ils sont obligés de prendre en compte. Si vous avez quelques questions, on a une vingtaine de minutes, je vous passe le micro. Merci. C'est pas à proprement parler une question, c'est des considérations, mais je me refuse à ce que l'intelligence partagée, collective, soit un jeu de questions-réponses, si vous êtes d'accord avec ça. Ce que moi, j'ai suivi de tout ça m'a beaucoup enrichi, puisque ça a complété mon expérience personnelle. J'ai aussi hébergé dans un milieu ici à Toulouse des réfugiés et j'ai eu des difficultés très très différentes des vôtres. Mais quand j'ai donc lu les documents qui avaient trait à votre affaire, ce qui avait retenu mon attention, c'était que vous avez dit j'ai pu faire tout ça parce que je n'avais rien ou pas grand-chose. Vous parlez de votre maison, voilà. Et en fait, effectivement, moi qui ai beaucoup de prisons avec sursis également, qui vais certainement y aller bientôt puisque les procès s'accumulent, et que je suis rentrée ici par effraction parce que je n'ai pas eu de passe et c'est par ruse que je suis rentrée, donc la peur au ventre est à tous les échelons. Eh bien, effectivement, je suis d'accord avec vous qu'un procès est une occasion de tribune médiatique, encore faut-il avoir le luxe de la médiatisation. Et en fait, il y a une médiatisation quand il y a déjà un consensus quand même, parce que vous avez des alliés politiques, pas assez. Évidemment, la gauche n'est pas là, mais vous en avez quand même. Mais dans des luttes, on va dire plus radicales, c'est-à-dire où le substrat éthique du fait qu'il y ait une injustice n'est pas encore assez partagé dans la conscience collective, eh bien, il n'y a pas d'alliance minimum qui font médiatisation d'un procès, et donc ça crée des martyrs qui vont directement en prison, ou qui sont paupérisés via des amendes, c'est aussi mon cas, ou qui sont, on va dire, qui meurent à petit feu, puisqu'en fait, il y a aussi les traumatismes des violences policières et judiciaires. Moi aussi, j'ai eu des pistolets sur le front, et évidemment, sans soins aussi, on s'en sort assez mal. Donc, voilà, pour dire que je salue votre entreprise politique au sens du courage, mais vous bénéficiez d'un certain luxe que n'ont pas tous les désobéissants, plutôt les désobéissantes. Je m'explique, vous avez insisté sur la fraternité,
mais ce n'est pas un concept qui devrait être valorisé. Vous l'avez mis en équivalence avec la solidarité, ce n'est pas tout à fait la même chose, hein, puisque nous sommes absentes, nous les femmes, du concept de fraternité. Les mots ont un sens. Et dans ces affaires-là, eh bien, les femmes prennent beaucoup plus cher. Moi, j'ai hébergé une famille et l'épouse et moi-même, avec tous les enfants, nous faisions tout le travail. Et l'homme polytraumatisé qui avait passé toutes les frontières, qui venait de Tchétchénie, avait des excuses pour aller pas bien, mais elle également, pourtant, elle portait tout. Et voilà, en tant que femme, ma position n'était pas la même que la vôtre dans cette affaire-là. Juste pour précision, moi je vais aller en prison, je suis pour la lutte animaliste parce que je libère les poules que vous séquestrez. Donc je suis pour l'abolition de toutes les frontières jusqu'à la plus petite. Bon, c'est pas moi qui écris la devise, hein, mais donc quoi vous dire, c'est vrai qu'il y a un problème de patriarcal dans la société, ça c'est évident. Mais je veux dire qu'une lutte n'oppose pas une autre non plus, quoi. Et après, on s'est servi, comme je l'ai dit tout à l'heure, on s'est servi de la médiatisation en tant qu'arme de lutte. Et c'est pour ça qu'on a été beaucoup critiqué aussi avec des milieux beaucoup plus extrémistes que le nôtre, sur le côté de la communication, de travailler avec des médias mainstream, etc. Et ça a été une stratégie politique d'utiliser. Après, en soutien politique, on n'a pas de soutien politique. Et on n'avait pas en 2016-2017. Et ce qui a fait la médiatisation, ça a été le premier procès beaucoup, quoi. Oui, il y a une adhésion parce que pourquoi. Enfin, moi j'ai vu avant que DTC Emmaüs Roya existe, on était à Emmaüs Roya, Roya Citoyenne, et donc c'est Nathalie qui gérait tout ce qui était com, médias, etc., machin, et les journalistes faisaient le tour de tout le monde et ce qui ressortait c'était Cédric Héroux. Mais pourquoi? Parce que c'est vendeur en fait. C'est le fermier, machin, nanana, sa maison pourrie, c'est vendeur. Moi, je suis un outil marchand, je le sais très bien. Moi, je suis tout à fait conscient. Voilà, je suis tout à fait conscient à ça. Mais s'il y a un moment, soit il y a un truc, surtout dans le côté de la demande des personnes qui étaient chez moi, c'est des personnes qui ont besoin, qui ont envie en fait de s'intégrer dans ce système-là, en fait, dans un système avec papier, travail. Il y a des gens qui sont venus chez moi qui rêvent aussi d'avoir une Rolex et une grosse bagnole, etc. Et nous, on est dans une démarche complètement différente, en fait. Enfin, moi, je suis dans une démarche complètement différente. Moi, je suis pauvre, j'ai pas d'argent, j'ai jamais eu trop de thunes dans ma vie, mais c'est ce qui fait aussi ma richesse, de pouvoir lutter, de pouvoir prendre le temps. Après, j'ai le luxe aussi d'avoir choisi cette vie-là. C'est que je suis à mon compte. Enfin, j'étais à mon compte, j'étais agriculteur, ce qui m'a donné un luxe aussi. C'est que j'étais pas salarié. Bon, je vois, par exemple, Suzel, qui est grosse militante de Roya Citoyenne et qui, elle, travaille pour la communauté de communes et qui ne peut pas, en fait, se retrouver condamnée. Parce que sinon, elle se retrouve sans métier, quoi. Et après, c'est clair que ça devient un luxe de pouvoir lutter, ça c'est évident, quoi. Mais c'est un luxe qui se construit, quoi, je pense aussi. La liberté n'a jamais rendu tranquille. Et que deviennent ces gens maintenant? Parlez un petit peu moins. Est-ce que ça continue? Est-ce que vous avez fait suffisamment avancer pour qu'au moins il y ait un peu plus de respect de ce qu'ils deviennent? Il n'y a pas eu beaucoup d'avancées. C'est que toujours maintenant, on peut pas les demandeurs d'asile qui débarquent dans la veille de la Roya ne peuvent pas demander l'asile sans nous, en fait, sans un système associatif derrière. Donc il faut toujours passer par soit nous, soit Roya Citoyenne, ou voilà. Il n'y a pas de possibilité qu'ils puissent accéder à leurs droits sans un statut associatif derrière. Après, est-ce qu'on a un suivi des gens qui sont passés à la maison? Pour certaines personnes, oui. Donc on a eu 2500 personnes qui sont passées par la maison. Et après, c'est pour ça qu'on a beaucoup travaillé sur la question de l'asile. C'est qu'on a eu des personnes qui venaient d'Érythrée et du Soudan. Et les gens qui venaient à la maison, c'était souvent ces gens qui étaient de cette nationalité-là, parce que c'est le bouche à oreille, etc. Et c'est pour ça qu'on a défendu beaucoup la demande d'asile. Et on a beaucoup de résultats positifs sur les personnes qui ont leur statut. Mais c'est long, quoi. C'est très long et assez long pour détruire des gens, quoi. Ouais.
Merci. Bonsoir. Vous dites beaucoup on, nous. C'est qui vous êtes combien? Vous, j'imagine, c'est votre boulot à plein temps maintenant. Qui êtes-vous? Moi, je suis porte-parole d'une asso et d'un mouvement, je pense. Et ça, c'est compliqué aussi. Enfin, je suis pas leader d'un mouvement, je suis porte-parole. Et il y a beaucoup de choses que je dis que je ne pense pas, hein, sur des valeurs républicaines, etc. Machin. Je suis beaucoup plus anard que ça. Et nous, bah, c'est les gens de la Vallée de la Roya qui luttent tous les jours. C'est Emmaüs Roya qui lutte. C'est les compagnons là en ce moment qui sont à Emmaüs Roya. Nous, c'est ça. C'est le on, quoi. Sur ce cas précis, honnêtement, j'ai pas du tout d'avis parce que je me suis pas assez renseigné pour en avoir un. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a des gens qui sont en train de crever, là, qui vont crever dans le froid, ça c'est évident. Mais après, je connais pas précisément, je ne suis pas assez documenté pour avoir un avis tranché de quelle solution, quoi, comment. En tout cas, tout ce que je vois, c'est qu'il y a des gens qui vont crever, ça c'est une évidence. Hein. Mais il n'y a pas que là-bas, quoi. Enfin, je veux dire, à Calais. Enfin, c'est de l'ordre de la décence. C'est pour ça que moi qui me gêne dans cette lecture en fait un peu binaire, on dit les militants pro-migrants, etc. Machin. Moi je suis pas pro-migrant forcément. En fait, j'ai pas d'avis non plus là-dessus. Je suis pas assez intelligent pour en avoir un, honnêtement. Et tout ce que je veux, ce que je demande, c'est de la décence en fait dans des gestions politiques. Et là, on est sorti de la décence et de l'ordre de la morale en fait. Et une morale qu'on apprend à des gosses normalement de 3 ans en fait. Tu tapes pas ton voisin, tu vois, tu partages ton goûter, enfin c'est des trucs de base en fait. Et on est sorti de ça, quoi. Et je trouve ça assez dramatique. C'est déjà la France sur sa compétence en fait à faire. On parle souvent d'intégration, etc. Les échecs qu'on a eus avec l'intégration de personnes, de par une stigmatisation, de par une volonté en fait d'exclusion, on n'a pas compris en fait, et on fait pire qu'avant. Et ce qui se passe maintenant sur l'accueil des personnes étrangères, bah, ça n'a jamais été aussi grave, quoi. C'est que souvent on entend les politiques dire oui, mais il faut qu'ils s'intègrent. J'ai presque envie de dire surtout ne vous intégrez pas, parce qu'en fait qu'est-ce qu'ils connaissent de la France? Ils connaissent les bombes à lacrymogènes, ils connaissent la violence, ils connaissent le non-accès aux droits, et surtout ne t'intègre pas à ça, parce que la France, j'ai envie de dire, c'est pas ça en fait. C'est ce que fait la dame, c'est ce que nous on fait dans la Roya, et ce qui est fou, c'est que c'est absolument pas pragmatique, parce que les gens qui sont contre la migration ne sont pas forcément contre les migrants. Il y a cette lecture binaire en fait. Est-ce qu'on est... Alors il y a les gens pour la migration qui sont une espèce de gauchistes, bisounours, etc. Et les gens qui sont contre la migration, c'est des gens de droite, pragmatiques, etc. Machin. Mais il y a un moment, les gens qui sont contre la migration, ils ne sont pas forcément pour noyer des gens en Méditerranée, ils ne sont pas pour ce qui se passe en Biélorussie, ils sont pas... et les gens qui sont contre la migration, ils sont peut-être contre des effets pervers dus à une mauvaise gestion de la migration. C'est qu'à un moment, parce que est-ce qu'il y a une nationalité à la délinquance? C'est la question, elle est là en fait, qui est posée en ce moment, quoi. Qu'on entend le Z ou même pas que ça, hein, qu'on entend même des politiques de gauche même, hein, et presque on entendrait dire qu'il y aurait une nationalité à la violence, à la délinquance, et est-ce que c'est pas le statut social? Si demain on embauche que des droitiers par pragmatisme, hein, parce qu'on les embauche pas, on n'embauche pas les gauchers parce que les machines ne sont pas adaptées aux gauchers, et qu'on ferait des quartiers avec que des gauchers, etc. On peut faire ça avec les roux, on peut faire ça avec les femmes, on peut faire ça avec qui on veut, quoi. Et il y a un moment, c'est comment on crée tout ça. Et c'est que ce qui est fou, c'est que moi, le constat que j'ai fait dans mon petit combat là, de ces quelques années, c'est qu'il y a des gamins qui allaient assez bien, malgré ce qu'ils avaient vécu, pour parler des Érythréens, donc l'Érythrée, et passage de désert de la Libye, de la Méditerranée, etc. Moi, je les ai vus 2 ans après, pour certains, 2 ans après qu'ils étaient passés à la maison, à Paris, complètement fracassés, en fait. Et c'est qu'on est en train de fracasser des gens, et qui resteront sur le territoire, parce qu'un Érythréen, jamais on pourra le renvoyer dans son pays, il n'y aura jamais un accord bilatéral, et même si on écoute l'extrême droite, oui, renvoyez-les chez eux, s'il n'y a pas d'accord bilatéral, ils ne pourront pas. Peut-être se servir dans notre pays pour se faire un stockage, ça c'est possible. Mais en attendant, c'est comment on gère de façon pragmatique la migration pour qu'elle se passe bien. Et là, j'ai l'impression que tout est mis en œuvre pour que ça se passe mal et que la migration soit un échec. Et le problème, il est là, je pense. Ouais.
table ronde. Il y a une autre question. Allez-y. Non. Vous ne voyez pas. Oui, en fait, tout à l'heure, je sais pas, on a parlé d'adhésion populaire. Et c'est quelque chose qui m'interroge beaucoup. C'est-à-dire que je me demandais si, depuis que vous êtes médiatisé, vous ressentiez plus une forme donc, d'adhésion populaire si vous considérez que les individus, je ne parle pas des politiques ou des juristes, mais des individus lambda, entre guillemets, vous soutenez et adhérez à votre cause, ou si au contraire, vous pensez qu'on est plus du côté de l'hostilité, ou est-ce que selon vous, la majorité adhère à votre cause, ou au contraire, n'y adhère pas vraiment? Ouais, je comprends ce que vous dites. Mais après, quelle vision on a de la lecture? Qu'est-ce que ça veut dire la majorité ou pas? C'est une lecture médiatique qui nous dit ce que les gens pensent, ou alors avec des. Tu vois. Et en fait, tout ce que je peux témoigner, c'est en 2018, il y a un film qui s'appelle Libre, qui a été fait par Michel Toesca, c'est un mec de la veille de la Roya, et c'est Jour de fête qu'il a distribué. Et qui m'a dit, bon, ben, du coup, si tu peux faire des conférences pour accompagner le film, machin, nanana. Et je fais, comment ça, faire des conférences? Ouais, discuter dans les salles. Je fais, mais il y aura personne, en fait, parce que tout le monde s'en fout, enfin, tu vois. Et les gens sont hostiles. Et j'ai vu des salles assez combles. Et j'ai découvert des milliers et des milliers d'associations qui œuvraient, et sans forcément médiatiser, et en restant dans l'ombre. Et je pense que c'est dans l'histoire française, on est dans des années où il n'y a jamais eu autant de solidarité, malgré tout, quoi. Mais populaire, et pas politique. Enfin, de personnalité politique. Et après, c'est comment arriver à... Ça qui est compliqué, c'est que tu vois un Z qui a 250 articles de presse par jour sur ses discours, qui détient sur ses news 60% du temps de parole. Et c'est comment arriver à lutter contre ça. Ben, on n'a pas les mêmes outils, on n'a pas les mêmes armes que lui, quoi. Et ça, c'est compliqué, quoi. Et de comment, des soirées comme ce soir, de pouvoir, tu vois, en parler, etc. Et même se rassurer, de dire, putain, on n'est pas seul, on n'en est pas trois dans la salle. C'est quand même... voilà, c'est quand même. De toute façon, après, la démocratie, souvent, c'est ce que dit l'extrême droite, de dire oui, il faut faire un référendum, et la démocratie, c'est ça en fait, c'est le pouvoir des plus nombreux. Mais la démocratie, c'est pas ça du tout en fait, c'est le respect des minorités, la démocratie. Et c'est qu'on a oublié ce que ça voulait dire la démocratie, quoi. Et même, enfin. Là, j'ai l'impression qu'il y a un node-up en fait de la démocratie par un système politique, un système néolibéral. Enfin, moi, je suis assez pessimiste en fait, très clairement. Hein. Et quand je parle avec des personnalités de gauche sur dire la défense des personnes, du féminisme, des mineurs en fait, même les gamins ou des étrangers, et on te dit surtout des étrangers, on te dit ouais, mais c'est un peu compliqué. Et puis notre but en fait, si on commence à dire ça, c'est un peu inaudible. En fait, le but, on fait plus de la politique de défendre des idées, on défend, on fait un système électoraliste de la politique. Et moi, ce que je leur dis, je fais, on s'en fout d'être au pouvoir en fait. Si les gens sont pas d'accord avec ce qu'on dit, on respecte ça aussi, ça se respecte aussi. C'est un moment, on peut pas faire de concessions sur ce qu'on défend comme valeur politique de gauche, en se disant, on va pas en parler parce que du coup, on va pas être élu et on va, enfin. Et j'ai l'impression qu'on se perd là-dedans, en fait. Et la gauche a complètement failli, et là, c'est pour ça qu'elle est détruite, quoi. C'est qu'à force de vouloir à tout prix, à tout pouvoir, déjà, ils n'ont pas réussi. Et en plus, on n'a pas défendu des idées. Mais surtout que des idées, c'est pas un caillou, en fait. Tu vois, c'est quelque chose qui se travaille, qui s'échange, qui se construit ensemble, et tu vois, et il faut faire l'éducation populaire, il faut discuter avec des gens. C'est l'éducation aussi. Avoir une idée politique, c'est avoir accès à une éducation, quoi. Et c'est échanger, quoi. Donc c'est sûr que c'est pas sur CNews en 5 minutes qu'on va défendre un programme politique, quoi. Mais c'est pour ça que moi je pense qu'il faut
continuer même si c'est dur, je comprends ce que vous disiez tout à l'heure, c'est dur de combattre dans la vie de tous les jours, mais c'est essentiel en fait. Et il faut vraiment arriver à pas se dégoûter parce que c'est important de continuer, c'est important d'agir en tant que même citoyen. Je trouve ça un peu, j'ai beaucoup réfléchi sur la citoyenneté, je trouve ça un peu con. Parce que, tu vois, l'accès à la citoyenneté, c'est pas si évident que ça. Nous, on a une communauté Emmaüs et on a très peu de citoyens parce que c'est des gens qui sont étrangers, voire sans papier, et qui n'auront jamais l'accès au droit de vote. Et ça exclut beaucoup de gens, cette notion de citoyenneté. Et de dire, oui, action citoyenne, c'est pas... Il faudrait trouver un autre mot, je sais pas. Merci en tout cas de votre écoute. Il s'agissait de Cédric Héroux à la librairie Ombre Blanche lundi 15 novembre 2021 autour de la parution de son ouvrage Change ton monde aux éditions Les Liens qui libèrent lors d'une rencontre organisée en partenariat avec Emmaüs Toulouse et Emmaüs Roya, mouvement fondé par Cédric Héroux. Réalisation et mise en onde Radio.